Bonjour, je voudrais vous parler de l'effet Pygmalion, c'est-à-dire les prophéties qui se réalisent automatiquement parce qu'elles existent comme prophéties, parce que nous y croyons. Et d'abord vous rappeler qui était Pygmalion, ce roi légendaire de Chypre qui était également sculpteur et qui voulait sculpter la femme la plus belle qui soit. Et à force de sculpter, eh bien, il s'éprend de sa statue, il en tombe amoureux. Et heureusement, la déesse de l'amour donne vie à Galatée. Pygmalion et Galatée se marient et ils ont un fils. À partir de cette légende, nous appelons l'effet Pygmalion toute prophétie qui se réalise automatiquement, uniquement par la force de notre croyance. Cet effet Pygmalion, il a des effets dans beaucoup de domaines. Il peut être individuel ou collectif, il peut être négatif ou positif. Je vais vous donner des exemples. L'effet Pygmalion, bien connu de beaucoup de gens et notamment de tout le corps médical, c'est l'effet placebo. Qu'est-ce qu'un placebo? Ça veut dire je plairai. Et c'est tout simplement un faux médicament. Mais il en a l'apparence. Il peut être prescrit par le médecin, délivré par le pharmacien. Et en réalité, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a aucune substance active. Et cependant, l'effet placebo fonctionne et les personnes qui croient prendre un vrai médicament obtiennent des effets tout à fait positifs sur leur santé. On estime à environ 30% l'effet bénéfique d'un placebo. Et dans certaines maladies, ça peut aller jusqu'à plus de 70% de réussite. L'effet nocebo, tout à fait contraire, qui veut dire je nuirai, fonctionne lui aussi. Et notamment, quand nous prenons certains médicaments, il suffit parfois de lire la notice des effets indésirables pour instantanément en éprouver les effets. Il y a des effets collectifs, comme par exemple quand lors de la guerre du Golfe, il nous a été dit qu'il n'y aurait plus d'huile ni de sucre dans les magasins, eh bien, cette annonce était totalement dénuée de fondement. Il n'y avait aucune raison pour que cela se produise, mais plusieurs personnes ayant cru cela ont fait des stocks abondants et ont, par leur simple croyance, provoqué la pénurie de sucre et d'huile. Un autre exemple de l'effet Pygmalion, c'est cette expérience faite à Oak School, une école américaine à la frontière du Mexique, où tous les enfants de l'école ont été testés et on a cherché quel était leur quotient intellectuel, le fameux QI, rapport entre l'âge mental et l'âge réel. Mais ces résultats ont été gardés complètement secrets. Et ce que l'on a dit aux enseignants, c'est que les tests qui venaient d'être faits étaient une batterie prédictive de l'épanouissement intellectuel. On a dit aux enseignants, les enfants n'auront pas les résultats ni les parents, et nous allons vous remettre à vous, enseignants, les résultats en vous demandant de les garder tout à fait confidentiels, mais vous nous direz si nos tests sont valables et s'ils prédisent effectivement l'épanouissement. En réalité, on n'a pas donné aux enseignants les résultats des QI, mais on a tiré au sort, au hasard, complètement, 20% de noms d'enfants. Et devinez ce qui s'est passé. Les enfants qui ont été tirés au sort, eh bien, se sont effectivement épanouis beaucoup plus que les autres. Quand ils n'étaient pas du tout connus, qu'il n'y avait pas de préjugés à leur égard, cet épanouissement était spectaculaire et très rapide. Quand, au contraire, les enseignants avaient déjà des idées préconçues sur ces enfants, eh bien, il a fallu une année, et c'est la deuxième année que les résultats se sont fait sentir. Cela a fonctionné quand même, et comme s'il fallait un peu de temps pour convaincre les enseignants que ces enfants-là allaient s'épanouir. Un petit garçon a vu son quotient intellectuel augmenter de 35 points en une seule année, ce qui est absolument fantastique, car les enfants ont été testés tous les 6 mois pour voir justement comment ils progressaient.
et des caméras ont été placées dans l'école pour suivre les comportements des enfants et des enseignants pendant 2 ans. Et évidemment, les enseignants qui attendaient le plus de certains enfants, eh bien, les sollicitaient davantage et provoquaient leur épanouissement, sans même leur dire quoi que ce soit. De la même façon, eh bien, cette histoire le montre, le médecin a également une influence sur la santé de son patient. Et il s'agit d'un médecin anglais qui soignait une personne atteinte d'asthme. Et ce médecin lit qu'un laboratoire vient de mettre au point un nouveau médicament, justement pour lutter contre l'asthme. Et il demande au laboratoire de lui faire parvenir des échantillons. Et quand il les reçoit, il propose à son patient volontaire de les tester. Et ça fonctionne très très bien. Les crises d'asthme s'espacent, disparaissent. Bien entendu, le médecin écrit au laboratoire pour lui demander de fabriquer des placebos, car, dit-il, je n'aurai pas suffisamment d'échantillons pour l'accompagner sur le long terme. Et quand il reçoit les placebos, eh bien, il présente cela comme étant toujours le même médicament et donne du placebo à son patient qui immédiatement rechute. Le médecin lui dit: nous allons quand même poursuivre le même traitement, et il redonne les premières gélules qu'il avait reçues. Mais de temps en temps, il essaye de nouveau de placer du placebo, mais toujours avec le même insuccès. Quand il s'agit du placebo, le patient rechute. Quand il s'agit des premières gélules, le patient va mieux. Et le médecin écrit au laboratoire pour leur dire que véritablement le test est concluant, que les gélules mises au point sont très efficaces, que par contre le placebo ne donne aucun résultat. Et le laboratoire répond: merci docteur de votre témoignage, de vos encouragements. Sachez que depuis le début, vous n'avez reçu que des placebos. Cela veut dire que nous pouvons influencer l'autre uniquement avec les pensées que nous portons sur lui. J'ai l'habitude de dire que notre cerveau, notre esprit inconscient est comme un grand jardin et que nous pensons à 100% et nous récoltons notre vie à 100%. Ce ne sont pas les mêmes 100%. Quand nous pensons 100% de pensée, 80%, nous allons les récolter. Et peut-être 20% vont aller dans le jardin des voisins, chez les autres, poussés par le vent, emmenés par les oiseaux. Mais par contre, quand nous récoltons 100% de notre vie, eh bien, 80% ce sont nos pensées et 20% ce sont les pensées de notre entourage sur nous. Mais à nous de prendre soin de ce que nous pensons et de ce que les autres pensent de nous pour véritablement avoir une récolte abondante et précieuse. Au revoir.